Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui stresse pas mal de monde. L'après-entretien d'embauche. Ce fameux moment d'attente, parfois ce silence. Qu'est-ce qu'on fait? On relance? On attend? Et si on relance, comment on s'y prend? On a épluché pas mal de ressources, des blogs RH, des conseils d'experts, de recruteurs, pour essayer d'y voir plus clair. Notre but, voir comment transformer cette attente un peu passive en une action pro et efficace, sans passer pour la personne insistante, quoi. Oui, c'est un point super important. Parce que, en fait, ce n'est pas juste une question de politesse. Dans le marché actuel, savoir faire un bon suivi, c'est une vraie compétence. Ça va au-delà de juste vouloir une réponse rapide. C'est une chance de se démarquer. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de candidats, ils hésitent. Ils ont peur de déranger. Ah oui, Et du coup, ça laisse justement de la place pour ceux qui osent, mais qui le font bien, avec tact. c'est un peu paradoxal alors. On a peur d'agacer, mais finalement, ne rien faire, ça pourrait être moins bien, hein. C'est quoi les vrais avantages d'une relance bien faite? À part juste rappeler qu'on existe. Alors, les bénéfices, ils sont multiples. Bien sûr, ça aide à rester top of mind, comme on dit, dans la tête du recruteur qui est souvent débordé. Mais surtout, ça montre des qualités super importantes. La proactivité, la persévérance, le sens de l'organisation aussi, le suivi. Et ça, les recruteurs le voient. Plusieurs sources disent la même chose. Une relance pro, c'est bien vu. On parle même de 80% d'avis positifs. 80%? Ah oui, quand même, hein. Oui, c'est un signal fort de motivation, une motivation réelle, pas juste celle qu'on déclare en entretien. Question qui tue, c'est quand? C'est là que ça se complique, non? Faut pas être trop pressant, mais faut pas non plus laisser passer le train. Exactement. Le timing, c'est tout un art. Le truc le plus conseillé, et c'est sans doute le plus simple, c'est d'anticiper. À la fin de l'entretien, il ne faut pas hésiter à demander quelles sont les prochaines étapes. Vous avez une idée du calendrier? Ah oui, bonne idée. On peut même demander si c'est OK de faire un petit suivi si on n'a pas de nouvelles d'ici telle date. Ça pose un cadre clair. C'est idéal. D'accord, ça c'est le scénario parfait. On sort avec une date, une permission, mais bon, si on n'a pas pensé à demander, ou si la date est passée, et silence radio. C'est quoi la règle? Alors, si une date a été donnée, règle numéro 1, on la respecte. On attend même un jour ou deux après cette date avant de faire quoi que ce soit. S'il n'y a pas de délai précis, là, le consensus général, c'est d'attendre environ une semaine. Une semaine ouvrée après l'entretien. Une semaine? Ça paraît long quand on attend. Oui, ça peut sembler long. Certaines sources disent entre 5 et 10 jours. L'idée, c'est de laisser le temps au processus interne de l'entreprise. Faut pas oublier qu'il y a souvent plusieurs étapes, d'autres entretiens. Et cette patience, elle est toujours bien vue? On ne risque pas de se faire oublier? C'est un équilibre, justement. Attendre une semaine, ça montre qu'on respecte leur rythme. Relancer trop tôt, genre le lendemain, ça, c'est quasi unanimement vu comme une erreur. Ah oui, ça fait trop impatient. Voilà. Impatient, peut-être même un peu immature. Mais bon, attendre 3 semaines non plus, c'est pas l'idée. Cette semaine, c'est un bon repère. Et puis, ça dépend aussi de la boîte. Grand groupe, processus plus long, start-up, PME, c'est parfois plus rapide. Donc, 5 jours, ça peut passer. C'est une question d'adaptation, en fait. D'accord. Patience, oui, mais une patience active et adaptée. Ok. Une fois qu'on a le bon timing, euh, la question c'est comment on fait? L'email a l'air d'être le grand favori, d'après ce qu'on a lu. Pourquoi spécifiquement l'email? L'email, il a plusieurs gros avantages ici. D'abord, c'est pas intrusif. Le recruteur, il le lit quand il peut. Ça ne coupe pas sa journée. Ensuite, ça laisse une trace écrite. C'est bien pour tout le monde. Et puis, ça permet de bien choisir ses mots, de peser sa formulation. La structure type, c'est simple. Un objet clair, genre « Suivi candidature poste X, votre nom ». Oui, irrespectueux. Ok. Mais est-ce que c'est la seule option? Le téléphone, par exemple, c'est complètement à éviter? Non, pas forcément à éviter, mais c'est plus délicat. Le téléphone, ça peut être pertinent si, par exemple, le courant est vraiment bien passé et que le recruteur a dit « n'hésitez pas à appeler ». Ou alors s'il y a une urgence.
Genre, on a reçu une autre offre et on a besoin d'une réponse rapide. Là, le téléphone, c'est plus direct. Ça peut aussi être pas mal pour des postes où le relationnel est clé, genre commercial. Ça montre une certaine aisance. Et si on choisit le téléphone, il y a des règles particulières. J'imagine qu'on n'appelle pas à 8h du mat ou le vendredi à 17h30. Quoi dire, être bref, choisir le bon moment. C'est crucial. Milieu de matinée, milieu d'après-midi, c'est souvent mieux. Éviter les lundis matins, les vendredis après-midi. Et si on tombe sur la messagerie, on laisse un message. Oui, bonne question. Oui, on laisse un message. Clair, pro, en rappelant pourquoi on appelle. Après, il y a aussi LinkedIn. C'est moderne, ça peut marcher si le premier contact s'est fait là. Et j'ai même lu une source qui parlait de la lettre papier. Bon, c'est plus rare, plus lent, mais ça peut marquer. L'important, c'est de choisir un canal pour une relance, pas de bombarder partout en même temps. D'accord, un canal à la fois. Choix stratégique. Mais au-delà du canal, c'est surtout ce qu'on dit qui compte, non? Comment on évite le simple alors quoi de neuf qui est un peu plat? Exactement. C'est là que la relance devient vraiment intéressante, stratégique. Un bon message de suivi, c'est pas juste pour demander des nouvelles. C'est une nouvelle chance de montrer qu'on est pro et motivé. La base, c'est de remercier encore une fois pour l'entretien. Toujours. Ensuite, la personnalisation, c'est la clé. Faire référence à un truc précis de la discussion. Ah oui, genre, bref. Genre, j'ai beaucoup apprécié votre échange sur le projet Y, ou j'ai repensé à notre discussion sur le défi Z. Ça montre qu'on a écouté, que ça a fait tilt. On peut aussi rebondir pour rappeler très subtilement une compétence ou un point fort en lien avec ça. Le but, c'est d'apporter une petite touche en plus, de rappeler pourquoi on est un bon candidat, mais sans être lourd, quoi. Apporter une micro-valeur ajoutée. J'aime bien cette idée. C'est pas juste demander, c'est aussi montrer qu'on continue à réfléchir au poste. Mais même si on a le contenu parfait, j'imagine qu'il y a des petits détails qui peuvent tout faire capoter, non? Oh que oui. Et ça, toutes les sources le martèlent. La forme, c'est hyper important. L'erreur qui pardonne pas. Les fautes. Orthographe, grammaire. Le classique. Oui, mais dans ce contexte, c'est vraiment rédhibitoire pour beaucoup. Ça donne une image de négligence terrible. Donc il faut se relire, et même se faire relire si on peut. Et puis le ton, il doit rester nickel. Pro, courtois, positif. Même si l'ambiance était super détendue en entretien, dans la relance écrite ou au tel, on reste formel. Pas de familiarité, pas d'impatience, pas de reproche surtout. Chaque détail compte, une faute de frappe et hop, ça peut jeter un froid. Donc si on récapitule, on sait pourquoi, quand et comment formuler, mais est-ce que c'est une seule fois et c'est tout, ou est-ce qu'on peut envisager plusieurs relances? C'est souvent plus un processus, en fait. Une séquence. Étape 1, on l'a dit, anticiper. À la fin de l'entretien, demander le calendrier. Étape 2, le mail de remerciement rapide dans les 24-48 heures après l'entretien. Ça, c'est pas vraiment une relance pour savoir où ça en est, mais c'est un premier contact post-entretien qui marque le coup. Oui, ce mail de remerciement, c'est presque un standard maintenant, non? C'est très fortement conseillé, oui. C'est bien vu. Bon, ensuite vient l'étape 3. La première vraie relance. Si on n'a pas de nouvelles après la date dite, ou après le délai raisonnable, la fameuse semaine, l'email est souvent le mieux pour ça. Et si, toujours rien. Voilà, c'est là que ça devient tendu. On insiste encore... Alors, avec beaucoup de mesures. Une étape 4, c'est possible. Une deuxième relance, peut-être une semaine après la première. Mais là, attention, la plupart des experts disent « faut savoir s'arrêter ». 2, peut-être 3 relances en tout. En comptant le mail de remerciement, c'est vraiment le grand maximum. Sinon, on bascule. Dans le harcèlement. Oui, ou en tout cas, on donne une image de désespoir, d'acharnement qui est négative. Et si après cette deuxième relance, c'est toujours le désert, le silence total, on fait quoi? On oublie et on passe à autre chose, un peu amer? Il y a une dernière option, une sorte de sortie élégante que certaines sources proposent. C'est d'envoyer un dernier message pour boucler la boucle. L'idée, c'est d'envoyer un mail, toujours très pro, en disant qu'on comprend que le processus est peut-être long ou que le choix s'est porté ailleurs. On peut redire une dernière fois son intérêt pour l'entreprise en général, mais on dit aussi poliment qu'on continue sa recherche active et qu'une petite clarification sur le statut sera appréciée pour avancer. Ah, c'est intéressant ça. C'est une manière de reprendre un peu le contrôle, de clore le chapitre pour soi, même sans réponse officielle. Exactement. Ça montre une dernière fois qu'on est pro, mature. Et psychologiquement pour le candidat, ça aide à tourner la page, à mettre son énergie ailleurs, tout en laissant une porte entrouverte pour le futur, sait-on jamais. C'est une façon de sortir proprement de l'interaction. C'est pas mal comme stratégie globale.
Maintenant, pour être sûr de ne pas commettre d'impair, quels sont les pires faux pas les relanceurs, les erreurs qui plombent une candidature à coup sûr dans cette phase de suivi? Alors là, les sources sont unanimes. L'erreur numéro 1, c'est vraiment l'excès d'insistance. Relancer tous les jours ou bombarder sur tous les canaux en même temps. Mail, téléphone, LinkedIn, pigeon voyageur. Voilà. Ça, c'est perçu comme du harcèlement et c'est hyper contre-productif. La limite entre persévérance et acharnement est mince. Oui, elle est fine. Le mauvais timing aussi, on l'a dit, relancer trop tôt. Ensuite, le ton. L'impatience, le reproche, genre j'attends toujours votre réponse », ou à l'inverse, un ton suppliant, trop familier. Tout ça, c'est à bannir. Il faut rester factuel, positif. Et sur la forme? On a déjà parlé des fautes d'orthographe. Oui, et il y a aussi les erreurs de base. Se tromper dans le nom du recruteur, dans le titre du poste, ou même le nom de l'entreprise. Ça arrive et c'est terrible. Utiliser un message bateau, le même pour tout le monde, qui sent le copier-coller à plein nez. Ça aussi, c'est très mal perçu. Ça annule tout l'intérêt de la démarche. Et bien sûr, oublier les bases de la politesse, comme remercier. C'est simple, mais essentiel. Chaque détail compte pour garder cette image pro. C'est clair. Le suivi après l'entretien, c'est donc un vrai jeu d'équilibriste. Il faut être là sans être lourd, montrer sa motivation sans paraître aux abois, être pro jusqu'au bout. Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la recherche d'emploi aujourd'hui? Et ça nous dit que chercher un emploi, ça ne s'arrête pas quand on a cliqué sur « Envoyer » ou quand on sort de l'entretien. Le suivi, c'est une étape active, une étape stratégique. C'est une occasion de continuer à faire la différence. C'est une preuve concrète, en action, de compétences comme la communication, l'organisation, la persévérance, mais une persévérance maîtrisée. L'intelligence de situation aussi. Savoir faire ça, c'est vraiment ajouter une corde importante à son arc. Et ça demande de trouver ce juste milieu, comme on disait, entre l'enthousiasme et le professionnalisme, entre prendre l'initiative et savoir attendre. C'est une navigation un peu subtile. Tout à fait. Et les conseils qu'on a vus aujourd'hui, ils donnent une sorte de carte pour naviguer ça, pour transformer cette attente en quelque chose de constructif. Ce n'est pas une recette magique, mais des principes pour agir intelligemment. Une dernière petite réflexion peut-être pour finir. On a beaucoup parlé du contexte de la recherche d'emploi, mais cette compétence, savoir relancer poliment, suivre un contact, maintenir une communication pro dans la durée, est-ce qu'elle n'est pas utile bien au-delà ? Ah mais c'est une excellente question pour ouvrir un peu. Et la réponse est oui, absolument. Cette capacité à gérer un suivi de manière structurée, courtoise, efficace, c'est indispensable. C'est une compétence transversale hyper importante dans toute vie professionnelle. Pensez à la gestion de projet. Il faut sans cesse relancer des gens, suivre des étapes. Les relations commerciales, garder le lien avec un client, un prospect. Même le management, suivre ce qui a été délégué, ça demande ce même doigté. Donc, apprendre à bien relancer un recruteur, c'est finalement développer un savoir-faire qui va nous servir tout le temps dans plein d'autres situations. Exactement. C'est une forme de savoir-être pro qui mélange communication, organisation et intelligence relationnelle. Et le maîtriser dans ce contexte un peu stressant de la recherche d'emploi, c'est se donner un outil précieux pour plein d'autres interactions. C'est peut-être ça finalement la valeur la plus durable de cet exercice, au-delà même de décrocher ce poste précis. De quoi réfléchir à nos propres pratiques de suivi même, au quotidien. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.